Si vous avez emprunté la Nationale 7 dans les années 50, vous les avez forcément croisés. Les camions Bernard. Leur calandre massive, ce nom que les routiers prononçaient avec respect. On les appelait les seigneurs de la route. Et pourtant, ces camions n'étaient pas l'œuvre d'un géant. Ils sortaient d'un atelier minuscule, à peine 360 ouvriers, qui refusaient la production de masse pour ne livrer que la perfection. Quelques centaines de véhicules par an, quand les autres en produisaient des milliers. Cette maison avait survécu au surplus américain qui avait noyé ses rivaux. Survécu à la crise des années 30, survécu à la guerre, à l'occupation, à la mainmise de l'État. Elle avait tout traversé, et rien de tout cela ne l'a abattue. Non, ces orfèvres du camion, ces maîtres qui faisaient les meilleurs poids lourds de France, se sont tués eux-mêmes d'une seule erreur, un seul pari, sur ce qui devait être leur chef-d'œuvre. Quelle faute ces génies de la route ont-ils bien pu commettre pour finir à la ferraille, remplacés par un magasin discount sur l'avenue ? Chapitre 1er. Le mécanicien et la benne. Cette histoire commence, comme tant d'histoires de la route française, non pas sur la route, mais dans un atelier. Et elle commence avec un homme qui, au départ, n'avait aucune intention de construire des camions. Édouard Bernard était de ces hommes que l'on ne fabrique plus. Un autodidacte, entré en apprentissage à 13 ans, avec pour seul capital ses mains et une certaine idée de la manière dont les choses devaient être faites. Ceux qui l'ont connu en parlaient comme d'un patron ferme, rigoureux, exigeant. Le genre d'homme pour qui un travail mal fait était une offense personnelle. Il n'avait pas de diplôme d'ingénieur, il n'en avait pas besoin. Il avait quelque chose de plus rare, la conviction qu'un objet mécanique, s'il était conçu sans compromis, pouvait durer toute une vie. Pour comprendre ce qu'il a bâti, il faut comprendre le monde dans lequel il l'a bâti. Nous sommes dans la France du début des années 20. La Grande Guerre vient de s'achever et elle a laissé derrière elle un héritage étrange. Les armées américaines, en repartant, ont abandonné sur le sol français des montagnes de matériel. Des camions surtout. Le corps expéditionnaire américain avait fait expédier vers la France quelque chose comme 9500 camions Liberty de 5 tonnes, et la plus grande partie était arrivée après l'armistice. Beaucoup n'avaient même jamais été déballés, ils dormaient dans leurs caisses, par champs entiers, comme une moisson de machines que personne ne savait plus à quoi destiner. Pour un mécanicien doué et sans le sou, c'était une aubaine. Toute une génération de constructeurs français est née de ce surplus. Willem en est sorti, et d'autres avec lui. Édouard Bernard, lui, n'avait pas encore l'idée du camion. Il avait l'idée de la benne. En 1923, il fonde la Société des bennes basculantes. Son affaire, ce n'est pas le véhicule, c'est ce qu'on pose dessus. À cette époque, pour décharger une benne pleine de gravats, de sable ou de charbon, il fallait un système de portiques et de câbles, lent et pénible. Bernard exploite un brevet d'une élégance toute mécanique, un vérin hydraulique entraîné par le moteur même du véhicule qui soulève la benne et la fait basculer en quelques secondes. Le travail de 4 hommes pendant 1 heure, accompli par un seul homme en quelques instants. Et où montent-ils ces bennes ? Sur ces fameux camions américains de surplus, modifiés, remis en état. Ils les achètent, les retapent, leur grève son dispositif hydraulique et les revend prêts à l'emploi, clé en main, comme on dirait aujourd'hui. Le client n'achète pas une benne et un camion séparément. Il achète un outil de travail complet qui fonctionne le jour de la livraison. C'est déjà toute la philosophie Bernard en germe. Non pas vendre un objet, mais vendre un service qui dure. Il faut imaginer cet homme, dans ses premières années, qui ne se contente pas de vendre des bennes et d'attendre la commande suivante. Édouard Bernard avait une obsession plus large. Il avait compris quelque chose que beaucoup de ses contemporains refusaient encore d'admettre. La route allait gagner contre le rail. Car au milieu des années 20, en France, le transport de marchandises appartient au chemin de fer. C'est une évidence, presque une loi de la nature. Les compagnies ferroviaires règnent. Et voilà ce petit constructeur de bennes qui décide de leur déclarer la guerre. Bernard ne se contente pas de fournir des véhicules. Il exploite ses propres lignes routières de marchandises. Paris-Marseille, Paris-Nantes. Et il les défend avec des slogans qui sentent la province et le bon sens paysan. Paris-Marseille en 20 heures. Ou cette formule, restée dans les mémoires de la profession,
Les paysans ne regardent plus l'heure au soleil, mais au Bernard qui passe. C'est plus qu'une réclame, c'est une prophétie. Bernard ne vend pas seulement un camion, il vend une idée du temps, une promesse de vitesse, une manière nouvelle de relier les villes françaises sans dépendre des horaires des trains. Il est, à sa façon, l'un des hommes qui ont inventé le routier français avant même que le mot n'existe. Mais pour aller plus loin, il lui fallait franchir un seuil. Cesser d'être un homme qui transforme les camions des autres, devenir un homme qui construit les siens. Chapitre 2. L'homme qui voulait construire. Le tournant survient en 1926. Édouard Bernard prend une décision qui révèle tout de son caractère. Il vend son brevet de benne basculante. Il le vend à un homme qui était jusque-là son principal concurrent, le carrossier Fernand Genève. C'est un geste paradoxal. Céder à un rival l'invention qui avait fait sa réputation. Mais Bernard n'agit pas en sentimental. Il agit en bâtisseur. Avec l'argent du brevet, il achète un terrain à Arcueil, dans la banlieue sud de Paris, le long de la route d'Orléans. Et il y construit une usine. Il fait appel à l'épargne publique pour réunir les capitaux. Et la Société des bennes basculantes devient, en 1928, la Société anonyme des camions Bernard. Notez bien ce nom de Genève. Il reviendra dans cette histoire des décennies plus tard, et d'une manière que personne, en 1926, n'aurait pu imaginer. Le carrossier qui rachète le brevet de Bernard finira par construire des cabines pour les camions Bernard eux-mêmes. Les fils se nouent tôt dans cette industrie. Ils ne se révèlent que bien plus tard. Les premiers vrais camions Bernard ne sont pas encore les chefs-d'œuvre qu'ils deviendront. Ils sont équipés de moteurs à essence américains, des 6 cylindres Lycoming, robustes mais d'une soif redoutable. C'étaient des moteurs qui buvaient. Pour un constructeur dont toute la doctrine reposera bientôt sur l'économie d'usage, sur le coût au kilomètre, ces moteurs gloutons étaient une contradiction vivante. Bernard le savait, il cherchait déjà autre chose. Mais avant de raconter cette quête, il faut s'arrêter sur la philosophie de l'homme, car c'est elle qui explique tout le reste, la grandeur comme la chute. Édouard Bernard avait une conviction qu'il répétait et qui tenait en une phrase. Un camion Bernard n'a pas de prix d'achat, mais un prix de revient, le plus bas grâce à sa qualité de fabrication. Arrêtons-nous sur cette idée, car elle est le cœur battant de toute l'entreprise. Bernard refuse la logique du marché de masse. Il refuse de fabriquer un camion bon marché à l'achat qui coûtera cher à l'usage, en panne, en réparation, en immobilisation. Sa proposition est exactement inverse. Un camion cher à l'achat, mais qui ne vous trahira jamais. Un camion que vous transmettrez. Un camion conçu pour que le transporteur, sur 10 ou 15 ans d'exploitation, dépense moins que celui qui aura cru faire une bonne affaire. C'est une éthique d'artisan appliquée à l'industrie. Et c'est, dès le départ, un pari risqué. Car cette philosophie suppose une clientèle capable de raisonner sur le long terme, de comprendre qu'un prix élevé peut être une économie. Elle suppose des transporteurs avisés, des patrons d'entreprise qui calculent. Elle exclut par construction le marché du plus grand nombre. Bernard ne s'en souciait pas. Il ne voulait pas du plus grand nombre. Il voulait l'excellence. Dans son usine d'Arcueil, puis dans ses ateliers de Bagneux où s'installera le siège, on ne produit pas à la chaîne au sens où Berliet ou Renault l'entendront bientôt. On produit comme on assemble une montre. Chaque châssis est surdimensionné. Chaque pièce est calculée avec une marge de sécurité que les concurrents jugeraient absurde. On ne construit pas pour résister à l'usage normal. On construit pour résister à l'abus, à la surcharge, aux routes défoncées, aux chauffeurs qui ne ménagent rien. Cette obsession du surdimensionnement donnera naissance à des solutions techniques d'une rare élégance. La plus célèbre porte un nom qui dit tout du soin apporté au moindre détail, les boutonnières. Pour abaisser le plancher de chargement au plus près du sol, un avantage considérable pour le transport, les ingénieurs de Bernard font passer l'essieu arrière à travers des découpes pratiquées dans les longerons du châssis, comme un bouton passe dans une boutonnière. Un détail qui ne se voit pas, qui ne se vend pas dans une publicité, et sur lequel Bernard travaille avec une minutie de joaillier. C'était cela, l'esprit maison. Le soin invisible, la perfection qu'on ne montre pas. Et déjà, la réputation se forme. Dès la fin des années 20, le nom de Bernard circule chez ceux qui savent. Un autocar Bernard remporte le rallye Paris-Nice de 1927.
une épreuve réservée aux véhicules de transport. Ce n'est pas rien pour une maison de cette taille que de battre des constructeurs établis. Mais Bernard ne court pas après la gloire sportive. Ce qui l'intéresse, c'est la preuve, la démonstration que sa manière de faire est la bonne. Il manquait encore une chose à ce constructeur exigeant pour transformer sa rigueur en légende. Il lui manquait le bon moteur. Et il allait le trouver de l'autre côté de la Manche. Chapitre 3. Le diesel et les seigneurs de la route. En 1933, Édouard Bernard prend la décision qui va faire de sa marque autre chose qu'un bon constructeur de plus. Il abandonne les moteurs à essence américains, ses 6 cylindres gloutons, et il adopte le diesel. Aujourd'hui, cela paraît évident. À l'époque, c'était une audace. Le moteur diesel, dans le poids lourd français du début des années 30, était encore une curiosité, une technologie réservée aux pionniers et aux têtus. La plupart des constructeurs hésitaient. Bernard, lui, n'hésite pas. Il signe une licence avec le motoriste britannique Garner, une maison anglaise dont les diesels à injection directe étaient réputés pour leur sobriété et leur endurance, et il commence à fabriquer ses moteurs sous licence dans ses propres ateliers. C'est ici que naît la légende. Car le mariage entre la philosophie Bernard, le surdimensionnement, la qualité sans compromis, et le diesel Garner, l'économie, la longévité, produit quelque chose qui dépasse la somme de ses parties. Un camion Bernard équipé d'un diesel Garner ne tombe pas en panne. Il consomme peu. Il dure. Il transporte des charges que d'autres ne pourraient pas porter, sur des distances que d'autres ne pourraient pas tenir. Et c'est de là que vient le surnom qui collera à la marque pour toujours. On les appelait les seigneurs de la route. On disait que Bernard, c'était la Rolls du camion. Il faut entendre ces mots dans la bouche de ceux qui les prononçaient, pas des publicitaires, pas des journalistes, des chauffeurs, des routiers qui passaient leur vie au volant, qui connaissaient chaque véhicule par ses défauts et qui réservaient leur respect aux machines qui le méritaient. Pour ces hommes, monter dans un Bernard, c'était entrer dans une autre catégorie. La cabine était mieux finie, le moteur répondait, et l'hiver, détail qui dit tout de la vie d'un routier dans la France des années 30 et 40, l'hiver, dans un Bernard, on n'avait pas froid. Ce sont les chauffeurs eux-mêmes qui le diront, longtemps après, avec la précision tendre du souvenir. C'était le meilleur. Pour la fiabilité, pour la robustesse, pour l'esthétique. C'était la Rolls des camions. Bernard ne s'arrête pas à la licence Gardner. Fidèle à son tempérament, il veut maîtriser sa propre mécanique. Du 6 cylindres Gardner d'avant-guerre va naître toute une lignée de moteurs maison. La famille des MB6, puis des MB630, des MB636. Des blocs de près de 12 à 13 litres de cylindrée, développant 150 chevaux, puis 185. Des moteurs conçus, comme tout le reste, pour durer plus longtemps que la patience de leurs propriétaires. Cette indépendance technique, cette capacité à concevoir et fabriquer ses propres moteurs, c'est ce qui distingue Bernard d'un simple assembleur. C'est un vrai constructeur, complet, jaloux de son savoir-faire. Mais il faut être juste, et c'est ici que le récit doit poser une vérité que la nostalgie a tendance à effacer. Bernard n'a jamais eu la taille de ses rivaux. Jamais. Regardons le paysage. En face de Bernard, il y a Berliet, le géant, le dominant, celui qui finira par produire plus de la moitié des poids lourds français. Il y a Saviem, qui naîtra de la fusion des activités camions de Renault avec Latil et Somua. Il y a Unique, solidement installé. Il y a Willem, il y a Latil. Ce sont des maisons qui pensent en termes de cadence, de chaîne, de volume. Berliet, à lui seul, passera d'une production de quelques véhicules par jour à des dizaines, puis à plus de 100 par jour, avec des effectifs qui se compteront par dizaines de milliers. Et Bernard ? Bernard reste un atelier. Un atelier d'exception, mais un atelier. Là où Berliet résonne en centaines d'ouvriers, puis en milliers, puis en dizaines de milliers, Bernard, à la fin des années 40, produit 186 camions une année, 290 une autre, avec 360 ouvriers. Sa gamme tient sur la main, 2 porteurs et un tracteur routier. C'est tout. C'est magnifique et c'est minuscule, gardez ce chiffre en tête. 360 ouvriers. Car c'est dans cet écart,
entre l'excellence artisanale d'un Bernard et la puissance industrielle d'un Berlier que se cache déjà le germe de tout ce qui suivra. Bernard a choisi la qualité contre la quantité. Pendant les années fastes, ce choix fait sa gloire. Mais une industrie qui se met à raisonner en économie d'échelle ne pardonne pas longtemps à ceux qui refusent de grandir. Bernard l'ignore encore. Lui regarde ses châssis surdimensionnés, ses moteurs maison, ses chauffeurs fidèles, et il a toutes les raisons de croire qu'il a raison. Vient alors l'épreuve du feu, au sens propre. Quand la guerre éclate, en 1939, l'armée française se tourne vers les constructeurs nationaux pour ses besoins. Bernard reçoit une commande de porte-chars, ces véhicules lourds destinés à transporter les blindés. C'est exactement le type de travail pour lequel la maison est faite. Du tracteur surpuissant, du châssis taillé pour l'impossible. La commande porte sur 430 véhicules. Mais l'histoire va plus vite que les chaînes de montage de Bagneux. Quand la France s'effondre, au printemps de 1940, Bernard n'a livré que 73 de ses porte-chars. 73 sur 430. Le reste ne verra jamais le jour. Et l'on imagine sans peine ce que cela représente, pour un homme comme Édouard Bernard, que de voir son travail interrompu par la défaite. Non pas par un défaut de ses machines, pour une fois, mais par l'effondrement d'un pays. L'entreprise survit à l'occupation. Elle survit comme survivent beaucoup d'usines françaises pendant ces années. En faisant le dos rond, en préservant l'outil, en gardant ses hommes autant que possible. Et quand la paix revient, Bernard doit affronter une autre épreuve, moins sanglante mais lourde de conséquences. La réorganisation autoritaire de l'industrie automobile française. C'est le plan Ponce. Au sortir de la guerre, l'État décide de rationaliser, de regrouper, d'attribuer à chaque constructeur sa place et sa fonction. Bernard se retrouve groupé, au sein d'un ensemble qui réunit aussi des maisons comme Unique, Delahaye et Lafly, sous l'égide de Simca. Pour une entreprise farouchement indépendante, fière de sa singularité, c'est une contrainte. Une intrusion de la planification d'État dans un univers où Édouard Bernard avait toujours décidé seul. Et pourtant, Bernard survit à cela aussi. Voilà ce qu'il faut retenir au moment où s'achève cette première partie de l'histoire. Cette maison a survécu au déluge des surplus américains qui avaient noyé tant de ses contemporains. Elle a survécu à la grande sélection de l'entre-deux-guerres. Elle a survécu à la crise des années 30. Elle a survécu à la guerre, à l'occupation, à l'effondrement de 1940. Elle a survécu au plan Ponce et à la mainmise de l'État sur son secteur. À la fin des années 40, les camions Bernard reprennent leur place sur les routes de France. Les seigneurs de la route sont de retour. Les chauffeurs les retrouvent avec le soulagement de ceux qui revoient un ami fidèle. Édouard Bernard est toujours à la barre, toujours aussi exigeant, toujours convaincu que sa manière de faire est la seule qui vaille. L'usine d'Arcueil et les ateliers de Bagneux tournent. La réputation est intacte, peut-être même grandie par l'épreuve. Tout semble en place pour que la maison aborde son âge d'or. Et elle va l'aborder. Les plus belles années de Bernard sont encore devant elle. Mais quelque chose, dans cette litanie de survie, devrait nous alerter. Une entreprise peut survivre à tout. Aux guerres, aux crises, aux états, et succomber pourtant à la chose la plus simple, la plus humaine, la plus inévitable de toutes. Édouard Bernard avait construit une maison capable de résister au monde entier. Il restait une menace contre laquelle aucun châssis surdimensionné, aucun moteur Gardner, aucune boutonnière ciselée ne pouvait rien. Le temps qui passe pour les hommes, y compris pour les fondateurs. Chapitre 4. La cathédrale de Bagneux. Il faut imaginer le bruit. Pas le fracas anonyme d'une chaîne de montage, ce hurlement continu des grandes usines où l'homme n'est qu'un geste répété. Non. Dans les ateliers Bernard, le bruit était un dialogue. Le tintement clair d'une lime sur l'acier, le souffle régulier d'un banc d'essai, la voix d'un contremaître qui ne criait pas, parce qu'il n'y avait pas besoin de crier dans une maison où chacun savait exactement ce qu'il faisait. Quand un jeune ouvrier franchissait pour la première fois les portes des ateliers, à Arcueil, le nom de la route d'Orléans, ou à Bagneux, rue de Verdun, où se trouvait le siège, il comprenait en quelques minutes qu'il n'entrait pas dans une usine ordinaire. L'odeur d'abord. L'huile de coupe, le métal chaud.
ce parfum caractéristique du diesel qu'on rôde sur le banc, lourd et un peu sucré. Et puis le rythme, lent, méthodique. Le rythme d'homme qui n'était pas payé à la pièce, mais à la perfection. Car ici, on ne fabriquait pas des camions, on les composait. Chaque châssis Bernard était un objet pensé, recalculé, surdimensionné. Là où un concurrent voyait une poutre suffisante, l'ingénieur de Bernard voyait une poutre trop juste. On ajoutait de la matière, on renforçait, on prévoyait l'abus avant qu'il ne survienne. Un châssis Bernard pesait plus lourd que celui d'un rival de tonnage équivalent, et cette surcharge n'était pas un défaut, c'était une signature. C'était la promesse, coulée dans l'acier, que ce camion-là ne plierait jamais. L'homme qui présidait à cette alchimie technique portait un nom qu'il faut retenir, car il reviendra dans cette histoire sous un jour bien plus sombre. Charles Kunzmann. C'était l'ingénieur de la maison, l'âme mécanique de Bernard, celui qui avait porté l'entreprise au-delà de la simple licence Gardner vers ses propres moteurs. Kunzmann était un homme d'obsession. Il voulait que Bernard ne dépende de personne, ni des Anglais, ni des Américains, ni de quiconque. Il voulait que la maison conçoive et fabrique ses propres blocs, du premier croquis au dernier boulon. Et il y parvint. C'est sous sa houlette que naquirent les moteurs maison, ces 6 cylindres robustes qui équipaient les tracteurs et les porteurs et qui faisaient l'admiration des chauffeurs. Dans le grand atelier des moteurs, on assemblait ces blocs avec une lenteur de sacristain. On les passait au banc. On les écoutait tourner, des heures durant, à l'affût du moindre bruit suspect. Un moteur Bernard ne quittait pas l'usine tant qu'il n'avait pas convaincu l'homme qui l'avait monté. Suivons une pièce pour comprendre. Prenons l'essieu arrière. Dans n'importe quelle usine, on le boulonne sous le châssis et l'affaire est entendue. Chez Bernard, non. Chez Bernard, on faisait passer cet essieu à travers les fameuses boutonnières, ces découpes pratiquées dans les longerons qui permettaient d'abaisser le plancher au plus près du sol. C'était un travail d'ajustage d'une précision rare. Il fallait découper le longeron sans l'affaiblir, le renforcer aux bons endroits, ménager le passage au millimètre. Un ouvrier moins habile aurait fragilisé tout le châssis. Chez Bernard, on confiait ce travail aux meilleurs, et ils en tiraient une fierté de compagnon. Ce détail invisible, ce raffinement que l'acheteur ne verrait jamais sous la carrosserie, résumait toute la maison. On y soignait ce que personne ne regardait. Et puis venait la cabine. Bernard, comme tous les constructeurs de poids lourds de l'époque, ne fabriquait pas lui-même ses cabines. Il les confiait à des carrossiers. Le principal d'entre eux était une maison bretonne, Pellepel, dont les compagnons habillaient les châssis de Bagneux. Mais Bernard travaillait aussi avec d'autres, avec Genève, ce même Fernand Genève à qui le fondateur avait jadis vendu son brevet de benne et qui désormais fournissait des cabines à son ancien rival. Avec Pourtout, avec Le Tourneur et Marchand. C'était l'usage de cette industrie artisanale, un réseau de petites maisons d'excellence qui se connaissaient toutes, se fournissaient les unes les autres et formaient ensemble une sorte de confrérie du beau travail. Le résultat, quand le camion sortait enfin de l'atelier, n'avait rien d'un produit de série. C'était une pièce unique, ou presque. 2 porteurs et un tracteur composaient l'essentiel de la gamme, un porteur de 19 tonnes, un autre de 26, un tracteur routier de 32. 3 modèles. Là où Berlier en alignait des dizaines. Mais ces 3 modèles-là, on les construisait comme on bâtit une maison de famille, pour qu'ils traversent les générations. Et il les traversait. C'est ici que la légende cesse d'être une affaire de publicité pour devenir une affaire de fait. Un camion Bernard durait. Il roulait des centaines de milliers de kilomètres là où d'autres rendaient l'âme. Il acceptait les surcharges que le bon sens interdisait. Il franchissait les cols sans broncher. Et c'est de cette réalité mécanique, vérifiable, mesurable, que naissait l'attachement presque amoureux des hommes qui les conduisaient. Chapitre 5. La confrérie de la route. Bernard n'a jamais été une grande usine, au sens où la Lorraine ou le Nord connaissaient les grandes usines.
Il n'y avait pas, autour de Bagneux, de cité ouvrière s'étendant à perte de vue, de coron, de combinat avec sa crèche d'un côté et son école de l'autre. La maison Bernard, c'était 360 ouvriers à la fin des années 40. Un atelier, pas un empire. Et il faut le dire honnêtement, car c'est dans cette petitesse même que se loge à la fois sa grandeur et sa fragilité. Mais une communauté, il y en avait une. Deux même. La première, c'était celle de l'atelier. 360 hommes, quelques centaines en somme, qui se connaissaient par leur nom, par leur poste, par leur spécialité. L'ajusteur qui montait les boutonnières, le banqueur qui rodait les moteurs, le taulier, le fraiseur, le monteur. Dans une maison de cette taille, le savoir-faire ne s'apprenait pas dans un manuel. Il se transmettait d'homme à homme, du vieux compagnon au jeune apprenti, comme Édouard Bernard lui-même l'avait appris jadis, à 13 ans, dans l'atelier où on l'avait formé. Cette transmission était le véritable trésor de la maison. Un châssis Bernard, un moteur Bernard, ce n'était pas seulement de l'acier. C'était la mémoire accumulée de tous ces gestes répétés, corrigés, perfectionnés sur des années. Le capital de l'entreprise n'était pas dans ses livres de compte. Il était dans les mains de ces hommes. Et c'est une chose qu'il faut comprendre, car elle éclaire tout ce qui viendra. Quand on ferme une grande usine de 10 000 personnes, c'est une tragédie sociale immense. Mais le savoir-faire, souvent, se retrouve ailleurs, dispersé, diffusé. Quand on éteint un atelier de 300 compagnons d'élite, c'est un savoir-faire entier, irremplaçable, qui s'éteint avec eux. Une manière de faire qui n'existe nulle part ailleurs et qui ne se reconstitue pas. Bernard était précieux comme est précieux ce qui est rare. Et rare, par définition, cela ne se remplace pas. La seconde communauté était plus vaste, et elle ne travaillait pas à Bagneux. C'était celle des routiers, des chauffeurs. Des hommes de la route qui, dans la France des années 50, formaient une caste à part, fière, rude, attachée à ses véhicules comme un cavalier à sa monture. Et pour ces hommes-là, Bernard n'était pas une marque parmi d'autres. C'était la marque, le sommet, celui qu'on rêvait de conduire. Il faut se replacer dans cette France-là. Le réseau autoroutier n'existait pratiquement pas. Tout passait par les routes nationales, et au premier rang d'entre elles, cette artère mythique qui descendait de Paris vers le Midi, la Nationale 7. La route des vacances, la route du Sud, la route que chantera Charles Trenet. Mais avant d'être la route des familles en partance pour la mer, c'était la route du travail, la route des camions. Et le long de ces nationales, s'était développée toute une civilisation. Les relais routiers, où l'on mangeait pour pas cher, eh bien, les étapes, les haltes de nuit, la solidarité des hommes qui passaient leur vie loin de chez eux. Dans cette civilisation de la route, conduire un Bernard, c'était un statut. Les chauffeurs en parlaient avec une tendresse qu'on n'accorde pas aux objets ordinaires. Pour eux, disaient-ils, le Bernard, c'était le meilleur, pour la fiabilité, pour la robustesse, pour l'esthétique. Et il y avait ce détail, ce petit détail si humain que les anciens répétaient des décennies plus tard avec un sourire. Dans un Bernard, l'hiver, on n'avait pas froid. Songez à ce que cela voulait dire. Pour un homme qui passait 14 heures par jour au volant, par les nuits glacées de janvier, sur des routes verglacées, sans chauffage moderne, sans confort. La cabine Bernard, c'était presque un foyer, une maison roulante. Quand on a connu le froid de la route, on n'oublie jamais le camion qui vous en a protégé. C'était cela, la communauté Bernard. Non pas un quartier ouvrier ramassé autour d'une cheminée d'usine, mais une fraternité dispersée sur toutes les routes de France, reliée par l'admiration d'un même objet. Les compagnons de Bagneux construisaient, les routiers conduisaient, et entre les deux, circulait quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Les hommes qui montaient les camions savaient que d'autres hommes confieraient leur vie, sur les descentes de col, à la qualité de leur travail. Et les hommes qui conduisaient savaient que, derrière chaque boulon, il y avait eu un compagnon qui ne trichait pas. Cette confiance, dans une industrie qui se mettait à raisonner en cadence et en marge, était un anachronisme magnifique.
Et les anachronismes magnifiques, l'histoire les adore. Juste avant de les emporter. Chapitre 6. Le plus beau camion de France. Que représentait Bernard, vu de l'extérieur, à son apogée? Quelle était sa place dans le grand théâtre de l'industrie française du poids lourd? Il faut être précis et ne pas céder à la nostalgie qui grossit tout. Bernard n'était pas un géant. Il ne pesait rien en volume face à Berliet qui inondait les routes, face à Saviem adossé à la puissance de Renault, face à Unique. En part de marché, Bernard était une poussière. En notoriété auprès du grand public, c'était presque un secret. Demandez à un Français moyen des années 50 de citer une marque de camion, il vous dira Berliet. Peut-être Renault. Il ne dira pas Bernard. Pour connaître Bernard, il fallait être du métier. Il fallait être routier, ou transporteur, ou passionné de mécanique. C'était une marque de connaisseurs, pas une marque de foule. Mais dans ce cercle des connaisseurs, sa réputation était sans égale. Bernard occupait une position singulière, presque paradoxale, celle de la référence absolue en matière de qualité, détenue par une maison que la masse ignorait. Un peu comme ces grands artisans dont le nom ne dit rien aux passants, mais fait courir les amateurs. Bernard, c'était le camion que les autres constructeurs étudiaient, le maître étalon. Quand un transporteur voulait dire d'un véhicule qu'il était increvable, il disait « c'est du Bernard ». Cette réputation reposait sur des choix que nul concurrent ne pouvait imiter, sans renoncer à ses propres économies d'échelle. Le surdimensionnement systématique, les moteurs maison conçus pour l'éternité, le diesel Gardner adopté avec 10 ans d'avance sur la sagesse commune, les solutions techniques raffinées, comme ces boutonnières dont aucun client ne mesurait la difficulté. Bernard avait fait de la qualité non pas un argument de vente, mais une religion. Et cette religion avait ses fidèles. L'esthétique comptait aussi, car ces camions étaient beaux. Pas beaux comme une réclame, beaux comme un outil parfaitement adapté à sa fonction. Les chauffeurs le disaient sans détour, l'esthétique faisait partie des raisons de l'amour. Un Bernard sur la Nationale 7, avec sa calandre, sa ligne massive et noble, c'était une présence. On reconnaissait de loin, on savait qui passait. Et la maison soignait cette image avec une intelligence dont on aurait pu croire qu'elle la sauverait. Au tournant des années 50 et 60, alors que les fils du fondateur cherchaient à moderniser la marque, Bernard allait s'offrir l'une des cabines les plus audacieuses de toute l'histoire du poids lourd français. Une cabine dessinée par un grand styliste, dont la silhouette évoquait celle d'un poste de télévision, et qui resterait dans les mémoires sous ce surnom. Mais nous n'en sommes pas encore là. Cette cabine appartient déjà à l'autre versant de l'histoire, celui où l'on se bat pour survivre. Car voilà la vérité de cet apogée et elle est cruelle. Au moment précis où la réputation de Bernard atteignait son zénith, où son nom était synonyme du meilleur, où ses camions sillonnaient la France et forçaient l'admiration de tous ceux qui s'y connaissaient, à ce moment-là, exactement, la maison était déjà mortellement vulnérable. Sa gloire et sa faiblesse étaient une seule et même chose. Ce qui la rendait admirable, sa petitesse exigeante, son refus de la masse, son artisanat d'élite, était précisément ce qui la condamnait dans un monde qui basculait vers la production de masse. Le plus beau camion de France était aussi le plus fragile des constructeurs français. Et personne, derrière les portes de Bagneux, ne voulait encore le voir. Chapitre 7. L'été du patriarche. Il y a, dans toute histoire d'apogée, un instant suspendu. Un sommet d'où l'on pourrait, si l'on savait regarder, apercevoir déjà la pente qui descend de l'autre côté. Pour Bernard, cet instant porte une date. Le 26 août 1951. Ce jour-là, Édouard Bernard meurt. Il a 60 ans. Mesurons ce que cela signifie. Cet homme était l'entreprise, pas son dirigeant, son entreprise. La philosophie de la maison, c'était sa philosophie. L'obsession de la qualité, c'était son obsession. Le refus du compromis, c'était son caractère. Pendant près de 30 ans, depuis l'atelier de Ben des débuts jusqu'au seigneur de la route triomphant, tout ce qu'était Bernard procédait d'une seule volonté,
d'une seule vision, d'un seul homme. L'autodidacte entré en apprentissage à 13 ans avait bâti, à la seule force de sa rigueur, l'une des plus belles maisons de l'industrie française. Et voilà qu'il s'en va. Non pas terrassé par une crise, non pas ruiné par un concurrent, non pas trahi par ses machines. Emporté simplement, par le temps qui n'épargne pas les fondateurs. La maison qui avait survécu au surplus américain, à la grande crise, à la guerre, à l'occupation, au plan Ponce, cette maison indestructible se découvrait soudain orpheline. C'est ici que réside la cruauté de l'apogée Bernard. La réputation n'a jamais été aussi haute qu'au début des années 50. Les commandes rentrent, les chauffeurs adorent, le nom brille. Vu de l'extérieur, tout va pour le mieux dans la plus exigeante des maisons françaises. Mais la tête vient de tomber. Le cerveau qui tenait ensemble tous les fils, la technique, la doctrine, le commerce, la fierté, ce cerveau n'est plus. Et rien, dans une entreprise aussi personnelle, aussi incarnée, n'a été préparé pour l'après. Imaginez la scène. L'usine tourne encore. Les compagnons montent encore les châssis avec le même soin. Les bancs d'essai font encore ronfler les moteurs maison. Sur la Nationale 7, les Bernard descendent toujours vers le midi, admirés, increvables, fidèles. Rien, en apparence, n'a changé. Et pourtant tout a changé. Car une maison comme celle-là ne se gouverne pas par procuration. Elle a besoin d'une volonté à sa tête, d'un homme capable de décider, de trancher, d'imposer sa loi à un univers industriel qui se transforme à toute vitesse. Cette volonté vient de disparaître. Le sommet, c'est cela. Ce n'est pas un chiffre de production, ni une part de marché, ni un trophée. C'est cet été 1951 où la maison Bernard est à la fois au plus haut de sa gloire et au plus bas de sa capacité à se défendre. Où elle est la plus admirée et la plus seule. Où le génie qui l'a créée s'éteint au moment précis où l'industrie tout entière s'apprête à changer de monde. Debout sur ce sommet, les héritiers d'Édouard Bernard ne voyaient pas encore le précipice. Ils voyaient une grande maison florissante, une réputation en or, un patrimoine à se partager. Ils ne voyaient pas que la question qui allait les déchirer, fallait-il continuer à construire des camions ou bien vendre et faire autre chose, était déjà, en elle-même, le premier symptôme de la fin. Le patriarche était mort, et avec lui s'achevait l'âge d'or. Tout ce qui allait suivre serait une longue lutte pour retenir ce qui glissait déjà entre les doigts. Chapitre 8. 6 années de silence. Quand Édouard Bernard meurt, en cet été 1951, la maison n'a pas de plan de succession. Comment en aurait-elle eu ? Tout reposait sur un seul homme. Et cet homme, comme tant de fondateurs, n'avait jamais vraiment imaginé un monde qui se passerait de lui. Restaient ses fils, Raymond et Charles Bernard. 2 héritiers face à un patrimoine considérable et à une question qui allait, lentement, les paralyser. Cette question était simple et terrible. Fallait-il continuer ? Fallait-il poursuivre l'œuvre du père ? Construire encore des camions ? Défendre encore cette idée artisanale de l'excellence dans une industrie qui changeait à toute allure ? Ou bien fallait-il vendre, liquider, transformer ce capital en autre chose, dans l'immobilier par exemple, qui rapportait sans les soucis de l'acier et des chaînes ? Les héritiers n'étaient pas d'accord, et de leur désaccord naquit ce qu'on pourrait appeler une latence du pouvoir, une vacance. Pendant 6 ans, de 1951 à 1957, la maison Bernard a navigué sans cap clair. Personne ne tranchait, personne ne décidait. On gérait l'héritage du père sans oser ni le prolonger pleinement, ni le solder franchement. 6 ans. Il faut comprendre ce que représentent 6 ans dans l'industrie du poids lourd au milieu du XXe siècle. Pendant que Bagneux hésitait, le monde, lui, n'hésitait pas. Berryer investissait, modernisait, augmentait ses cadences. La maison de Lyon passait d'une production qui se comptait en quelques véhicules par jour à des dizaines, bientôt vers la centaine, avec des effectifs qui grimpaient vers les dizaines de milliers. Renault avait regroupé ses forces dans Saviem. La consolidation était en marche. L'industrie tout entière apprenait une nouvelle grammaire, celle des volumes, des séries longues, des coûts abaissés par la masse.
celle, exactement, qu'Édouard Bernard avait toujours refusée. Et c'est là que le génie du père se retourne contre les fils. La philosophie Bernard, le surdimensionnement, l'artisanat, le refus de la quantité, avait été une force tant qu'un homme de fer la portait et tant que le marché tolérait les petits joailliers de la mécanique. Mais dans un monde qui basculait vers la production de masse, sans volonté à sa tête pour s'adapter, cette philosophie devenait un piège. Bernard fabriquait toujours les meilleurs camions de France. Mais les meilleurs camions de France coûtaient cher à produire, dans un atelier qui n'avait jamais cherché les économies d'échelle, par une entreprise qui n'avait pas les reins financiers pour suivre la course aux investissements. Et il y avait une faiblesse plus profonde encore, que ces 6 années de silence ont aggravée. Bernard n'avait pas d'argent pour la recherche. Pas de laboratoire digne de ce nom. Pas les moyens de développer sérieusement ces nouvelles idées avant de les lancer sur le marché. Une grande maison teste, éprouve, corrige pendant des années avant de vendre. Bernard, lui, devait parier, concevoir, espérer et lancer en croisant les doigts. Tant que les paris étaient prudents, cela passait. Le jour où il faudrait parier gros, cette absence de filet se révélerait fatale. En 1957, enfin, les fils tranchent, du moins en apparence. Ils décident de continuer. Raymond et Charles Bernard reprennent en main la direction et lancent une véritable offensive de modernisation. Des cabines avancées, plus modernes, une volonté de rattraper le temps perdu. On sent, dans ces années-là, l'énergie de 2 hommes qui veulent prouver qu'ils sont dignes du nom qu'ils portent. Mais 6 ans avaient passé. 6 ans pendant lesquels les concurrents avaient creusé l'écart. 6 ans pendant lesquels Bernard avait vécu sur sa réputation, sans préparer son avenir. Les fils héritaient d'une maison admirée, mais affaiblie, d'une légende, mais d'une légende qui prenait du retard. Et dans leur volonté de rattraper ce retard, dans leur hâte de frapper un grand coup, ils allaient commettre l'erreur qui résume toute la tragédie de Bernard. Une erreur qui ne venait pas d'Amérique, une erreur qui ne venait d'aucun ennemi extérieur. Une erreur entièrement, magnifiquement, désastreusement française. Chapitre 9. Le lévrier et le moteur qui ne voulait pas rouler. Il faut maintenant détruire une légende. Car pour comprendre la chute de Bernard, on a longtemps raconté une belle histoire, dramatique, satisfaisante. Celle des Américains qui auraient imposé un énorme moteur V8 vorace à un élégant châssis français, le défigurant et le ruinant. Cette histoire est fausse. Le moteur qui a brisé Bernard était bien un V8, mais il n'avait rien d'américain, il était français. Et il a été monté sur un camion Bernard avant même que les Américains ne prennent le contrôle de la maison. Voici ce qui s'est réellement passé. À la fin des années 50, les fils Bernard et leurs ingénieurs cherchent le coup d'éclat qui replacera la marque à l'avant-garde. Ils veulent un camion d'exception, un fleuron, une vitrine de leur savoir-faire renouvelé. Ce camion existera. On l'appellera le lévrier, un nom magnifique qui évoque la vitesse, la noblesse, la course. Et au cœur de ce lévrier, il place un pari technique d'une audace folle. Ce pari porte un nom, le dieselaire. Un moteur V8 conçu par la firme française Alstom, un bloc en V à 90 degrés de près de 13 litres de cylindrée, développant environ 200 chevaux. Et surtout, c'est là que tout se joue, un moteur refroidi par air. Pas d'eau, pas de radiateur classique, de l'air. L'homme qui pousse pour ce moteur, qui y croit, qui en fait l'avenir de la maison, n'est autre que Charles Kunzmann, le même ingénieur qui avait jadis donné à Bernard ses superbes moteurs maison. La mécanique de l'entreprise misait gros sur cette innovation. Un V8 refroidi par air dans le poids lourd français de la fin des années 50, c'était spectaculaire. C'était moderne. C'était sur le papier un trait de génie. Sur le papier. Car ce moteur, ce dieselaire, n'avait pas été conçu pour la route. Il avait été pensé pour des usages à charge constante, pour entraîner des groupes électrogènes, pour des applications ferroviaires, pour ces situations où un moteur tourne régulièrement, des heures durant, au même régime. Un monde de stabilité. Or la route, elle, n'a rien de stable. La route, c'est la côte qu'on attaque à pleine charge,
la descente où l'on rétrograde, le bouchon, le redémarrage, l'accélération, le ralenti. Une variation perpétuelle. Et un moteur refroidi par air, conçu pour le régime constant, plongé dans ce chaos thermique de la route, surchauffe. Il surchauffait. Voilà toute la tragédie en un mot. Dans les montées, sous la charge, le diesel-air montait en température jusqu'à devenir intenable. Les chauffeurs, ces mêmes routiers qui vénéraient la marque, se retrouvaient au volant d'un Bernard qui les trahissait, eux qui n'avaient jamais connu que des Bernards increvables. On raconte que certains bricolaient des cages de radiateurs, tentaient des arrangements de fortune pour dompter la bête. En vain. Le moteur était mauvais pour cet usage, et aucune ruse de chauffeur n'y pouvait rien. Et c'est ici que l'absence de laboratoire de recherche, cette faiblesse dont nous parlions, devient mortelle. Une grande maison aurait éprouvé ce moteur pendant des années avant de le vendre, aurait identifié le défaut, l'aurait corrigé ou aurait renoncé. Bernard n'en avait pas les moyens. Bernard avait parié, lancé, espéré. Et le pari était perdu. Le résultat commercial est sans appel. Le lévrier, ce fleuron censé sauver la maison, ce camion magnifique au moteur catastrophique, ne se vendra qu'à une dizaine d'exemplaires. Une dizaine. Songez à l'investissement, à l'espoir, à l'énergie engloutie dans ce projet. Pour une dizaine de tracteurs. Certains exploitants, excédés, finiront par arracher le diesel-air de leur châssis pour y greffer un moteur américain Cummins infiniment plus fiable. Et l'on rapporte que ce faisant, ils gagnaient 2 heures sur le trajet entre Grenoble et Paris. 2 heures. La mesure exacte, chiffrée, humiliante, de l'échec d'un moteur. Voilà la véritable erreur fatale de Bernard. Pas une trahison américaine. Un pari français fait par un ingénieur français sur une technologie française inadaptée à la route par une maison française trop pauvre pour le tester avant de le vendre. C'est moins flatteur pour l'orgueil national que la légende du V8 américain. Mais c'est la vérité. Et la vérité ici est une tragédie classique. Non pas un crime venu de l'extérieur, mais une faute née de l'intérieur. L'hubris d'une maison qui voulait éblouir et qui n'en avait plus les moyens. Après un tel désastre, une entreprise solide vacille. Une entreprise déjà fragile, déjà en retard, déjà sans réserve, une entreprise comme Bernard à la fin des années 50, s'effondre. Et c'est exactement ce qui arrive. Vers 1957, la maison entre en crise ouverte. En 1959, elle dépose officiellement son bilan. 450 salariés. Un concordat est conclu, qui rééchelonne les dettes sur 10 ans. La maison n'est pas morte, mais elle est tombée. Et désormais, elle ne tient plus debout par sa propre force. Elle tient debout grâce à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, discrètement, était déjà entré dans la place. Quelqu'un qui venait de l'autre côté de l'Atlantique. Chapitre 10. L'Américain qui voulait une porte d'entrée. Reprenons le fil, car ce moment est le plus mal raconté de toute l'histoire Bernard, et il mérite d'être rétabli avec soin. L'Américain, c'est Mack Trucks, le grand constructeur de poids lourds des États-Unis. Et son entrée dans le capital de Bernard ne fut ni un coup de force, ni une prise de contrôle brutale. Ce fut un languissement en plusieurs actes sur près de 10 ans. Premier acte. Vers 1955, donc avant même la mort commerciale du lévrier, avant le dépôt de bilan, Mack prend une participation dans Bernard, une participation minoritaire. Il faut insister sur ce mot car la légende a tout déformé. Mack ne prend pas le contrôle en 1955. Mack entre au capital, prudemment, sans majorité. Une présence, pas une mainmise. Deuxième acte. Vient la crise, vient le dépôt de bilan de 1959. Et là, que font les Américains ? Ils ne dépaissent pas la maison, ils ne s'enfuient pas. Au contraire. Ce sont les garanties de Mack qui permettent au fils Bernard de maintenir l'entreprise à flot pendant ces années noires. L'Américain joue le rôle du soutien financier, de la béquille, du sauveur de dernier recours. Sans lui, Bernard aurait probablement disparu dès la fin des années 50. Voilà qui complique singulièrement le récit du méchant venu d'outre-Atlantique.
Troisième acte. L'été 1963, un accord de coopération est signé. Puis, le 11 décembre 1963, cet accord entre en vigueur. Et là, oui, Mack prend le contrôle. La Maison Bernard devient le centre de production européen de l'américain. Les sources hésitent sur les mots. Certains parlent d'achat, d'autres de reprise, d'autres encore de simple coopération. Le prix exact n'a jamais été retrouvé. Le nom de celui qui a signé pour Mack non plus. Mais le sens de l'opération est clair. Après 8 ans de présence croissante, l'Américain prend les commandes d'une maison qui ne pouvait plus se commander elle-même. Que voulait Mack ? Ceci est essentiel, car cela explique tout ce qui va suivre. Mack ne voulait pas des seigneurs de la route. Mack ne voulait pas perpétuer l'artisanat d'exception d'Édouard Bernard. Mack voulait une porte d'entrée sur le marché européen. L'Américain rêvait d'utiliser l'usine de Bagneux pour y assembler ses propres camions, expédiés des États-Unis sous forme de caisses de pièces détachées, ce qu'on appelle des kits. Le procédé avait un nom dans l'industrie, et des précédents. International faisait de même avec l'espagnol Pegaso, Chrysler avec Barreiros en Espagne et Rootes en Angleterre. La logique était la même partout, prendre pied dans un marché protégé en y assemblant localement. Bernard, dans ce calcul, n'était pas une marque à sauver, c'était une adresse. Un site industriel français, une porte ouverte sur l'Europe. Et c'est ici que la cabine la plus célèbre de l'histoire Bernard fait son entrée, comme un dernier sursaut de génie au milieu du naufrage. Au tout début des années 60, était née une cabine extraordinaire, dessinée par un grand styliste, Philippe Charbonneau, l'homme qui dessinera aussi la Renault 16. Sa silhouette si particulière, avec sa face avant rectangulaire et bombée, évoquait l'écran d'un poste de télévision. On la surnomma aussitôt la cabine télévision. C'était audacieux, c'était beau, c'était moderne. C'était l'esprit Bernard qui refusait de mourir. Mais l'esprit, désormais, ne suffisait plus. Car sous la direction américaine, la gamme devint incohérente. On vit cohabiter des choses qui n'avaient rien à faire ensemble. D'anciens modèles Bernard, des camions assemblés à partir de kits Mack, des hybrides. Les Mack Bernard recevaient les moteurs et les transmissions venus des États-Unis. Et c'est ici, précisément, que se loge le petit noyau de vérité derrière la légende du V8 américain. Car il y eut bien un problème de moteur américain, mais pas celui qu'on raconte. Le moteur Mack n'était pas un V8 vorace, c'était un 6 cylindres en ligne, le Thermodyn, qui développait autour de 211 chevaux. Un moteur sérieux, fiable, qui équipait la grande majorité des Mack de l'époque. Rien de monstrueux. Le problème n'était pas la consommation. Le problème était le capot. Le capot Bernard, dessiné pour le V8 Alstom, ne passait pas par-dessus le 6 cylindres américain. Il fallut donc coiffer les châssis de capots empruntés à des modèles Mack, les B et les R. Le résultat était bancal. Disgracieux. Un assemblage qui ne ressemblait à rien. De l'aveu même de ceux qui les ont vus, personne n'a jamais été satisfait de l'allure de ces camions hybrides. Voilà toute la réalité derrière le mythe du Frankenstein. Non pas un V8 glouton imposé par des barbares, mais un 6 cylindres honnête sous un capot mal ajusté. Une question d'esthétique, pas de moteur. Bien moins dramatique, bien plus vrai. Et les transporteurs, ces connaisseurs exigeants qui avaient fait la gloire de Bernard, ils n'ont pas suivi. La gamme était incohérente, l'allure ingrate, mais surtout, et c'est la raison décisive, le réseau commercial et le service après-vente de Bernard étaient faibles. Une petite maison artisanale n'avait jamais eu les moyens de bâtir le maillage d'agences et d'ateliers d'un Berlier. Or, un camion, aussi bon soit-il, ne se vend pas sans un réseau capable de le réparer partout, vite, à toute heure. Bernard n'avait jamais eu ce réseau. Sous Mack, il ne l'eut pas davantage. Et les ventes restèrent désespérément faibles. Quant à Mack, l'Américain comprit vite que sa filiale française coûtait cher et rapportait peu. Pourquoi déverser de l'argent dans une usine européenne poussive quand les usines américaines, elles, tournaient à plein régime et engrangeaient des bénéfices ? Le calcul, froid, implacable, ne jouait pas en faveur de Bagneux. Mack avait acheté une porte d'entrée. La porte ne s'ouvrait pas. L'Américain commença à se désintéresser de ce qu'il avait sauvé. Le sauveur de dernier recours allait devenir,
par lassitude plus que par cruauté, le fossoyeur. Chapitre 11. Le silence de Bagneux. La fin ne fut pas un coup de tonnerre, ce fut une extinction. En 1966, Mack ferme Bernard. 3 mots. Et tout est dit. Il n'y eut pas de grande bataille, pas d'occupation d'usines retentissantes, pas de marche sur Paris, pas de ministre venu au chevet de la maison. Bernard était trop petit pour cela, trop discret. Une maison de quelques centaines d'hommes ne fait pas les gros titres. Elle s'éteint dans l'indifférence des choses qui pèsent peu sur la balance de l'économie nationale. Imaginez les derniers jours, rue de Verdun. Les ateliers où l'on avait monté les seigneurs de la route. Les bancs d'essai où les moteurs maison avaient ronflé pendant des décennies. Les établis des ajusteurs qui taillaient les boutonnières au millimètre. Tout cela ralentit, puis s'arrête. Les compagnons s'en vont. Ces hommes d'élite, ces dépositaires d'un savoir-faire que personne d'autre ne possédait, franchissent une dernière fois le portail. Et avec eux, sort de l'usine quelque chose qui ne se rachètera jamais. Le savoir des mains, la mémoire des gestes, tout ce capital invisible qu'Édouard Bernard avait patiemment accumulé, transmis d'homme à homme depuis les années 20, tout cela se disperse en un jour et ne se reconstituera pas. En 1967, la liquidation judiciaire est prononcée. Le mot officiel pour dire qu'une maison n'existe plus, que ses biens seront vendus, dispersés, soldés, que son nom, désormais, n'appartiendra plus qu'au passé. Mack installe sa propre structure, Mack France, sur le site même de l'ancien Bernard, rue de Verdun, à Bagneux. L'adresse qui avait abrité la plus exigeante des maisons françaises sert désormais d'antenne à l'américain. Comme si, dans le bâtiment encore tiède, on avait simplement changé l'enseigne. Et puis vient le détail qui, à lui seul, dit toute la tragédie. Le sort des machines. Les outils de l'usine, les machines-outils, dont une partie avait justement été fournie par Mack au moment de la prise de contrôle, ne furent pas détruits. Ils ne furent pas vendus à la ferraille, ils furent démontés, emballés et expédiés vers l'Iran. Il faut raconter cela, car peu de fins industrielles offrent une image aussi saisissante. Mack possédait en Iran une opération d'assemblage. Une société, Iran KV, fondée par un homme nommé Asghar Ganchi, qui avait signé dès 1963 un accord exclusif avec Mack pour assembler des camions lourds à partir de kits. C'est là, à Téhéran, que partirent les machines de Bagneux. À la fin des années 70, l'Iran aurait produit plus de 7500 de ces camions, animés par des 6 cylindres Mack. Songez-y un instant. Les outils qui avaient façonné les seigneurs de la route, les machines qui avaient donné naissance aux plus beaux camions de France, terminèrent leur carrière à des milliers de kilomètres de la Nationale 7, à assembler des camions américains sous le soleil de Perse. Le savoir-faire de Bagneux ne fut pas perdu pour tout le monde. Il fut simplement transporté ailleurs, déraciné, mis au service d'une autre logique, dans un autre pays, pour d'autres camions. C'est peut-être cela le plus dur. Non pas la destruction, l'exil. Et les fils, Raymond et Charles Bernard, les héritiers, ceux qui avaient hésité 6 ans puis tout tenté pour sauver l'œuvre du père, ils ne se résignèrent pas tout à fait. Ils fondèrent une nouvelle entreprise, la Société de réparation de véhicules, puis une autre, Diesel Entreprise. Leur métier désormais, fabriquer des pièces détachées pour les camions Bernard qui roulaient encore. Car ils roulaient encore, eux. Increvables jusqu'au bout, fidèles à la promesse de leur père, des centaines de Bernard continuaient de sillonner les routes de France des années après la mort de la maison qui les avait construits. Et les fils du fondateur passèrent une partie de leur vie d'après à entretenir ces survivants, à soigner les derniers représentants d'une espèce éteinte. C'est une image qui ne quitte pas l'esprit. Les héritiers d'une légende, réduits à vendre des pièces de rechange pour des camions que plus personne ne fabriquait. Veillant, comme on veille un malade qu'on aime, sur les derniers Bernard de France. Chapitre 12. Une action discount sur l'avenue. Allons voir aujourd'hui ce qu'il reste. Prenez l'avenue Aristide-Briand, à Arcueil, là où s'élevait l'usine, le long de ce qui fut la route d'Orléans. Cherchez les ateliers. Cherchez le siège de Bagneux, rue de Verdun.
vous ne les trouverez pas. Les bâtiments ont disparu. Pendant un temps, après la fin, l'usine d'Arcueil avait abrité d'autres activités. L'électronique de Thomson y avait pris ses quartiers. Le magasin de pièces de Bagneux était devenu, par une ironie douce, la boutique d'un brocanteur, marchand du passé installé dans le tombeau d'un autre passé. Puis, il y a une dizaine d'années, on a tout rasé. Les murs qui avaient résonné du tintement des limes et du souffle des bancs d'essai sont tombés sous les pelleteuses. Aujourd'hui, l'avenue est un paysage que la France entière reconnaîtra, parce qu'il est partout le même. Des bureaux génériques, des commerces, des laboratoires. Et, quelque part le long de cette voie où passaient jadis les plus beaux camions de France, un magasin discount de l'enseigne Action. Là où l'on construisait les seigneurs de la route, on vend désormais des articles à bas prix. Il n'y a pas de plaque, pas de monument, pas de mémoire. Rien qui dise aux passants qu'ici, un homme entré en apprentissage à 13 ans avait bâti l'une des plus belles aventures mécaniques du pays. Et pourtant, Bernard n'a pas tout à fait disparu. Pas pour ceux qui savent. Car les camions, eux, ont survécu à l'usine. Increvables comme leurs fondateurs les avaient voulu, des Bernard ont traversé les décennies, choyés par des collectionneurs, restaurés avec un soin qui aurait ému Édouard Bernard lui-même. La fondation Berlier, à Lyon, et l'on savoure l'ironie de voir l'héritière du géant rival recueillir la mémoire du petit maître, restaure et expose ces véhicules. On y a redonné vie à un tracteur de 1962, surnommé Bijou, remis en état par les mains patientes d'artisans nommés Maurice Chevalier et Jean-Claude Olagnon. Le nom de Bijou n'est pas anodin. On ne l'aurait donné à aucun autre camion. On le donne à celui-là parce qu'il en est un bijou de mécanique. Et il existe encore, quelque part entre Nice et Menton, un Bernard à cabine télévision, ce chef-d'œuvre de style dessiné par Charbonneau, entretenu par un passionné nommé Gaëtan Mangano. Quand cette cabine carrée passe sur une route, ceux qui savent se retournent. Les autres voient un vieux camion. Eux voient un survivant. Il faut pour finir refermer une dernière boucle. Car l'histoire parfois a le sens de l'ironie. En 1990, l'industrie française du poids lourd, celle de Berlier et de Saviem désormais réunies sous le nom de Renault Véhicules Industriels, cette industrie qui avait, par sa seule puissance d'échelle, condamné le petit Bernard, racheta Mack. L'Américain qui avait absorbé Bernard fut à son tour absorbé par les Français. Le grand mouvement de consolidation qui avait broyé la maison de Bagneux finit par engloutir aussi celui qui l'avait englouti. Comme si, au bout du compte, toute cette histoire n'avait été qu'une longue addition d'absorptions, chacune avalant la précédente, jusqu'à ce qu'il ne reste plus, des seigneurs de la route, que quelques exemplaires choyés et le souvenir de ceux qui les ont aimés. Chapitre 13. Ce que savaient les mains. Qu'est-ce qui a tué Bernard ? On a voulu une réponse simple. Les Américains. Un V8 vorace. Une trahison venue d'ailleurs. C'est une belle histoire. Elle a le mérite de désigner un coupable extérieur et de laisser intacte la fierté d'une maison française victime de plus grand qu'elle. Mais ce n'est pas vrai. Et la vérité, comme souvent, est plus humble et plus poignante. Bernard est mort de ce qui faisait sa grandeur. Il est mort d'être resté petit, exigeant, artisanal, dans un monde qui exigeait désormais la masse. Il est mort de la disparition d'un seul homme, un certain jour d'août, et des 6 années de silence qui ont suivi. Il est mort d'un pari technique fait par orgueil et par manque de moyens, ce moteur français qui ne voulait pas rouler. Et il est mort, enfin, dans les bras d'un sauveur américain qui ne cherchait pas une maison à perpétuer, mais une porte à franchir, et qui referma la porte dès qu'elle ne lui servit plus. Ce n'est pas l'histoire d'un crime, c'est l'histoire d'une vulnérabilité, celle de l'excellence qui refuse de grandir, celle du génie qui ne se transmet pas, celle de ces maisons trop belles et trop fragiles que l'histoire admire et n'épargne pas. Il reste, sur les routes de France, quelques camions qui ne savent rien de tout cela. Ils roulent encore parce qu'on les a construits pour rouler longtemps, plus longtemps que les hommes qui les ont assemblés, plus longtemps que la maison qui les a vus naître. Dans leur acier surdimensionné,
dore la mémoire de 360 compagnons qui ne trichaient pas. Dans leur boutonnière ciselée survit le geste d'ouvrier dont plus personne ne connaît le nom. Édouard Bernard disait qu'un de ces camions n'avait pas de prix d'achat, seulement un prix de revient, le plus bas grâce à sa qualité. Il avait raison plus qu'il ne le croyait. Le vrai coût de Bernard ne s'est pas mesuré en francs. Il s'est mesuré en savoir-faire perdu, en mains dispersées, en mémoire effacée d'une avenue où l'on vend aujourd'hui des articles à bas prix. Les seigneurs de la route n'avaient pas de prix. C'est sans doute pour cela qu'on n'a pas su les garder.